Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, dernière heure de cours de notre chapitre 8, les républiques et la société dans la France d'après 1945. On a vu pas mal de choses et même on a quasiment terminé le chapitre. On a essayé de voir les évolutions de la République depuis 1945, en travaillant d'abord sur la 4ème République, celle qui met fin à Vichy, celle qui met fin à la violence, celle qui recrée un État qu'on va appeler l'État social ou État-providence. On a parlé de la 5ème République, une république qui met en avant le président et le gouvernement, donc l'exécutif, mais une république qui sait aussi évoluer, puisque elle a, elle a permis l'alternance, elle a permis la cohabitation, autrement dit une république qui sait changer. Et puis, nous avons débuté la dernière fois, le grand 3, les évolutions de la société française depuis 1945, en insistant sur deux périodes. La première, 1945-74, qu'on appelle les 30 Glorieuses, croissance économique, tout va plutôt bien. Et puis depuis 74, une période durant laquelle les crises succèdent aux périodes de croissance. Autrement dit des difficultés, mais aussi des moments durant lesquels la situation est plutôt favorable. Tout cela, nous l'avons repris sur notre frise, donc vous retrouvez, pas tout le cours, mais beaucoup d'éléments là-dessus, avec les figures importantes de la 5ème République. Et il nous reste aujourd'hui à voir une société qui change au niveau social et culturel. On va voir comment la société française a évolué, comment elle s'est modernisée depuis 1958. Quels ont été les grands moments d'évolution de la société. Vous notez cet élément dans votre cahier. Je vais commencer par vous montrer un extrait vidéo. Alors j'espère qu'il va fonctionner dans ma vidéo et que les droits seront acceptés par YouTube. Un extrait vidéo de Simone Veil, donc ministre de la Santé à l'époque. Simone Veil qui présente son projet de loi qui vise à donner le droit aux femmes de procéder à des interruptions volontaires de grossesse. Autrement dit, c'est le droit à l'avortement qui est présenté à l'Assemblée nationale. Alors on est en 1974 en France, à une époque où la société elle est encore assez conservatrice, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur des valeurs qui sont un peu anciennes. Le poids de la religion est plus important qu'aujourd'hui, et vous savez que les représentants des religions sont très fortement opposés au droit à l'avortement. Je vous rappelle que l'avortement, c'est la possibilité pour une femme de mettre fin à une grossesse dans un temps qui est très encadré par la loi, c'est dans les premières semaines de la grossesse, et une femme qui ne souhaite pas avoir d'enfant ou qui pense qu'elle ne pourra pas l'élever correctement peut mettre fin à cette grossesse. Avant 1974, l'avortement est interdit en France. Avec la loi présentée par Simone Veil, l'avortement va être autorisé. Je vous la présente pour que vous voyez comment elle s'exprime, que vous voyez son visage aussi. C'est une femme politique très importante de la deuxième moitié du XXe siècle. Je vous ai déjà parlé d'elle parce qu'elle a été déportée dans les camps alors qu'elle était très jeune, à l'âge de 16 ans. Ensuite, elle a effectué des études de droit, elle est devenue magistrate, elle a été ministre de la Santé, donc elle s'est battue pour les droits des femmes. Elle a été ensuite première présidente du Parlement européen, ça sera notre dernier chapitre juste après celui-ci. C'est vraiment une figure marquante de la 5ème République. On regarde l'extrait ensemble et ensuite on en discute. Donc on est en novembre 1974 à l'Assemblée nationale à Paris et vous écoutez Simone Veil. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. La première partie est importante puisque elle explique que dans tous les cas, elle a bien conscience que ça n'est jamais facile de mettre fin à une grossesse et que elle dit aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Ce qu'elle veut faire, c'est une loi qui va permettre aux femmes, dans un moment difficile, quand elles ne veulent pas ou quand elles ne peuvent pas assumer un enfant, de prendre un chemin différent, c'est-à-dire de ne pas conserver
cet enfant et de ne pas mener à terme cette grossesse. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale, a entendu au cours de l'automne 1973. Là, elle explique que simplement, c'est pour protéger les femmes qui sont les plus fragiles. Puisqu'à cette époque-là, avant 1974, si une femme voulait avorter, elle n'avait pas le droit de le faire en France. Donc certaines femmes, celles qui avaient les moyens, partaient en Belgique pour se faire avorter. Sauf que les femmes qui étaient les plus précaires, celles qui avaient le moins d'argent, celles qui étaient les plus fragiles, elles ne pouvaient pas partir en Belgique se faire avorter. Donc, le fait que l'avortement soit interdit, ça ne posait pas problème, aux personnes les plus riches, non, ça posait problème aux femmes les plus fragiles. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin? Et là, elle explique enfin que si elle veut faire voter cette loi, c'est uniquement pour protéger ces femmes-là qui sont fragiles. Ce qui est intéressant, c'est que Simone Veil, donc que vous voyez ici, elle est membre d'un gouvernement de droite, plutôt conservateur. Mais peut-être que vous l'avez remarqué, les députés qui applaudissent Simone Veil, ce ne sont pas les députés de droite, ce sont les députés de gauche en fait. C'est une femme de droite, mais qui a proposé une loi qui était plutôt soutenue par les députés de gauche. Il faut que vous sachiez aussi, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, que quand elle a présenté cette loi à l'Assemblée nationale, elle s'est fait traiter de tous les noms en fait. On l'a accusée de mettre en place un génocide. Il y a des députés de droite, notamment, qui lui ont dit « Vous favorisez un génocide puisque vous allez mettre fin à la vie de milliers d'enfants. » Bon, se faire accuser de génocide quand on a soi-même, comme Simone Veil, été déporté dans les camps de concentration, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à supporter et à vivre. Eh bien, elle a quand même tenu, et elle a réussi à faire voter cette loi qui légalise l'avortement pour les femmes. Alors elle n'est pas toute seule à avoir défendu les femmes, hein. Il y a aussi beaucoup de mouvements féministes, donc des groupes qui réclament l'égalité des droits pour les femmes. J'ai mis un exemple, le MLF, Mouvement de libération de la femme. Vous pouvez le noter dans votre cahier, donc les droits des femmes sont un des changements importants, notez-le. Je rappelle qu'elles ont obtenu le droit de vote, les femmes, en 1944, le droit au travail aussi. Et puis, 1975, donc la loi est votée en 1975, le droit de disposer de leur corps avec l'interruption volontaire de grossesse qui est mise en place par Simone Veil. Notez-le et faites pause. Bon, il faut aussi garder en tête que, au niveau des droits pour les femmes, la République française, elle partait de très loin, puisque en 1958, le sexisme est encore extrêmement marqué, et vous savez qu'il l'est encore aujourd'hui, puisque il n'y a pas encore d'égalité réelle entre les hommes et les femmes, dans le sens où les femmes sont encore moins payées pour un travail équivalent, et vous savez aussi que les violences faites aux femmes sont encore très marquées dans la société française. On peut voir aussi l'inégalité au niveau du personnel politique, les femmes qui occupent des postes importants. Il n'y a eu pour l'instant qu'une seule femme Premier ministre en France. C'était en 1991, elle s'appelait Édith Cresson, première femme Premier ministre, et seule femme Premier ministre pour l'instant en France. Là aussi, ça montre un manque de représentation des femmes parmi le personnel politique. Bon, petite parenthèse, élément plutôt encourageant, depuis 7 ans,
Depuis 2000, enfin depuis 8 ans, depuis 2012, au gouvernement français, il y a autant d'hommes que de femmes. Il y a ce qu'on appelle la parité entre hommes et femmes au gouvernement. Pour chaque ministre homme, il y a un ministre femme. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Les femmes sont un peu plus représentées maintenant, notamment au gouvernement. Donc voilà pour l'évolution rapide des droits des femmes en France depuis 1958. On va passer à un deuxième point avec cette photographie-là et on va parler des jeunes. Cette photo, elle est intéressante d'Henri Cartier-Bresson parce que on est en 1968 et on a vraiment la confrontation entre population plutôt âgée, que vous avez ici à l'arrière-plan, et une jeune femme que vous avez ici. Vous voyez dans le regard de la personne un peu plus âgée qu'il y a une forme de défiance et comment dire, d'incompréhension vis-à-vis de cette jeune femme qui a une jupe plutôt courte et qui semble plutôt libre en fait. Parce que dans les années 60, on est à un moment de tournant, un moment durant lequel les jeunes vont prendre de plus en plus de place. Les jeunes sont mieux reconnus, leur culture s'affirme et leurs droits progressent. En 1974 par exemple, ils obtiennent le droit de vote à 18 ans. Auparavant, le droit de vote était donné à l'âge de 21 ans. Là, avec le président Valéry Giscard d'Estaing, le droit de vote s'acquiert à 18 ans. Ce qui est intéressant sur cette photo, si on regarde vraiment les détails, on peut voir à travers les journaux que lisent ces deux femmes, qu'elles lisent, la différence de culture. La femme âgée, ici, lit Le Figaro, journal de droite, très conservateur, qui n'aime pas trop les évolutions au niveau de la société, qui veut que l'ordre soit gardé et qu'on reste à une situation antérieure. Alors que la jeune fille, ici, lit un journal qui s'appelle Le Monde qui est beaucoup plus progressiste, qui est beaucoup plus tourné vers le changement, les évolutions. Donc on voit aussi à travers les médias que la société, elle a différents aspects. Parfois des aspects très conservateurs, Le Figaro, qui veulent rester dans la situation antérieure, et ici le journal Le Monde, plus progressiste et qui veut plus d'évolution. Et bien donc les jeunes sont symboles de ces évolutions-là. Ça peut être des évolutions vestimentaires, ça peut être aussi des évolutions musicales, avec différents mouvements musicaux qui vont s'affirmer dans les années 60, dans les années 70 et 80. Ça peut être le rock, ça peut être par la suite le disco dans les années 70, ça peut être le rap la fin des années 80, début des années 90, avec une culture jeune qui s'impose de plus en plus. Et forcément, une partie de la société qui a du mal à comprendre ces évolutions-là. Là, c'est intéressant en plus parce qu'on est en 1968, et on le verra lors de la dernière heure de cours, en fait, je pensais qu'on finirait aujourd'hui, mais 1968, c'est un moment important, puisqu'il y a une révolte des jeunes. Dernière loi que je veux absolument que vous notiez, c'est en 1981, l'abolition de la peine de mort en France, qui a été permise grâce à un ministre très important, Robert Badinter. Notez-le et faites pause. Robert Badinter, je vous mets son visage en bas à droite, c'est une personne très âgée aujourd'hui, il a 92 ans, il est encore en vie. À l'origine, il est avocat, et il s'est toujours battu durant sa carrière d'avocat pour que la peine de mort ne soit plus appliquée en France. Il partait d'un constat plutôt logique. Dans tous les pays où la peine de mort avait été abolie, où on avait mis fin à la peine de mort, le nombre de crimes diminuait. Simplement parce que... Simplement, non, c'est assez compliqué, mais quand l'État n'applique plus la mort lui-même, ça décrédibilise, délégitime un peu cette violence-là, et donc il s'est battu pour l'abolition de la peine de mort. C'est en 1981 que c'est voté, et depuis 1981, le nombre de meurtres et la violence dans la société française a très heureusement diminué. Donc l'abolition de la peine de mort n'a pas entraîné une augmentation importante du nombre de crimes dans le pays. Un personnage important lui aussi de la Ve République, avec une loi qui est extrêmement importante, l'abolition de la peine de mort. Bien, en fait, il nous restera 1 heure à effectuer la prochaine fois sur mai 68. Je pensais qu'on le terminerait aujourd'hui, mais c'est pas grave, on prendra le temps de le faire la prochaine fois. Si vous avez des questions, vous me les envoyez par mail. Si vous n'en avez pas, eh bien, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt.